Bienvenue à Être parent dans l'intensité, où on laisse de côté les conseils parentaux généraux et à la place, on se concentre à répondre aux besoins spécifiques de nos enfants et à nos besoins à nous aussi, à développer notre confiance parentale et à réduire les conflits et augmenter la complicité familiale. Moi, c'est Anouk et je suis là pour naviguer le tout avec vous. Dans le dernier épisode, on a commencé à discuter du principe de base de comment on est un parent d'un enfant émotionnellement intense, quel shift, quel changement il faut faire pour que ça fonctionne mieux. Le premier était l'élément de base qui est nécessaire pour commencer tout changement, c'est-à-dire le sentiment de sécurité, autant pour nos enfants que pour nous, comme parents. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous suggère de commencer par ça. C'est vraiment la base de tout le reste. On ne peut rien faire d'autre s'il n'y a pas le sentiment de sécurité qui est en place. Voilà. Puis le sentiment de sécurité, il est souvent, on a l'impression, tu sais, ben oui, nos enfants sont en sécurité, évidemment, mais non, pas nécessairement. Les enfants émotionnellement intenses ont souvent plus de sensibilité à plein de choses qui font que leur sentiment de sécurité est rapidement compromis. Puis, dans la situation dans laquelle on est, nous, comme parents, souvent, c'est la même chose. Notre sentiment de sécurité, pour plein de raisons, il est souvent impacté. Donc, ça vaut vraiment la peine d'explorer ça d'abord. Aujourd'hui, on va aller vers les éléments, donc l'importance d'être compris, validé et soutenu, qui sont un peu les éléments extérieurs à nous-mêmes. D'abord, avant de commencer, là, un petit rappel, les enfants agissent bien quand ils peuvent. C'est la prémisse de base de tout ce dont on discute ici. Il n'y a aucun de nos enfants qui agit comme il fait de façon volontairement négative. Et l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins de tout le monde. Donc, les enfants ont besoin d'être compris, validés, soutenus pour se sentir en sécurité. C'est donc tout relié. Ils ont besoin de tout ça pour avancer, pour se développer, pour apprendre, pour collaborer, pour se comporter de façon correcte en société, pour avoir des relations avec nous, avec leurs amis, etc. Le sentiment de sécurité est à la base, mais tout ça aussi, d'être compris, validé, soutenu, ça fait partie du développement du sentiment de sécurité aussi. Et malheureusement, nos enfants, pour plein de raisons, en fonction de leur profil, ils sont souvent pas compris, validés, soutenus comme ils auraient besoin. Ils sont souvent plutôt critiqués, corrigés, plus que n'importe quoi d'autre. Ou ils sont juste pas compris, mis de côté, négligés même, jusqu'à un certain point. Puis, bien franchement, pas juste par les autres. C'est plate, là. C'est vraiment dur de se dire ça à nous-mêmes, mais par nous aussi, tu sais, parce que des fois, c'est compliqué de les comprendre. Des fois, on est en conflit avec eux, puis on n'arrive pas là, à vraiment les soutenir comme il en aurait besoin, parce qu'on ne comprend pas les besoins. C'est dur, là. C'est un défi. Donc, c'est à la fois les autres autour, mais c'est pas que les autres. Puis ça, c'est souvent très difficile c'est très confrontant. Donc, de commencer à faire ce travail-là, de mieux comprendre. Vous allez sûrement entendre ma fille en arrière. Désolée. Donc, ça, de commencer ce travail-là à se dire, ben moi aussi, j'ai des choses qu'il faut que je change dans ma façon d'être ce parent-là pour répondre mieux aux besoins de mes enfants, c'est dur. Okay? On va pas se le cacher, là, puis ça sera pas parfait, il va y avoir des erreurs, puis c'est bien normal. Fait que comme, essayons de laisser tomber la culpabilité le plus possible. OK? J'en ai fait moi aussi des erreurs, j'en fais encore des erreurs, on fait tous des erreurs, on fait tous des choses qui sont pas mais c'est pas grave, on apprend de ça, c'est ça l'idée. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez apprendre, vous voulez mieux comprendre, donc c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas d'objectif de perfection, jamais ici. Donc c'est ça, tu sais, souvent, des enfants vont être jugés, puis on va leur demander de faire des choses qu'ils sont pas capables de faire en ce moment. Puis quand ils n'arrivent pas à faire ces choses-là, on les punit. Puis ça peut paraître intense ce que je dis là, mais je vais essayer de vous donner des exemples. Donc, par exemple, un enfant qui est en retard, puis ça peut être à l'école, là, mais ça peut être juste en retard. C'est un enfant qui est lent, qui prend du temps à préparer, bon. Il va sûrement être vu comme un enfant, très souvent, être vu comme un enfant qui est paresseux, qui est lent, qui n'est pas efficace. Mais dans le fond, cet enfant-là, il peut avoir peur de l'école. Il peut avoir de la difficulté avec les transitions.
Il peut avoir des enjeux de mise en action. Il peut pas comprendre les choses en classe, puis avoir l'impression de toujours être en arrière. Il peut avoir des difficultés avec les relations sociales. Tout ça fait que c'est un enfant qui fait un peu comme ce qu'on appellerait, là, puis j'aime pas vraiment le terme, mais entre guillemets, de l'obstruction passive. Donc, il agit pas parce qu'il a peur, parce qu'il y a des craintes, parce qu'il y a un sentiment d'incompétence. Un enfant qui ne dit pas bonjour ou merci. Puis là, ben, si vous avez des enfants comme ça, là, c'est souvent bien critiqué par certaines personnes. Bon, souvent, ces enfants-là vont être vus comme gênés ou même mal élevés. Mais ça peut être des enfants qui se sentent envahis par l'autre personne, qui ont peur de la personne qui est devant eux, qui sont en surcharge sensorielle. On va en revenir sur le sensoriel dans d'autres épisodes. Des enfants qui ne comprennent pas le code social. Pourquoi il faudrait que je dise bonjour à cette personne-là? Peu importe la raison. Un enfant qui perd ses choses souvent, ou qui ne remet pas ce travail à l'école. Il va faire son devoir puis il ne le remet pas le lendemain. C'est un enfant qu'on va dire, ben, il est distrait, tu sais, il met pas de valeur aux choses. C'est pas des choses qui sont importantes pour lui. Mais dans le fait, c'est un enfant qui peut avoir des difficultés d'attention, qui peut être anxieux, qui peut être préoccupé par quelque chose. Tu sais, il peut avoir quelque chose dans sa tête là, qui fait qu'il n'arrive pas à se concentrer sur différentes choses. Un enfant qui dérange en classe. Fréquemment, c'est un enfant qui va être considéré comme étant mal élevé, comme étant méprisant. Il y a des enfants qui vont avoir un ton, des fois, tu sais, qui répondent. Ça peut être des enfants doués, qui s'ennuient, qui s'emmerdent sur les bancs d'école. Un enfant qui ne comprend pas, il se désengage, il a peur de ne pas réussir, il a des attentes envers lui-même ou d'autres personnes ont des attentes très élevées envers lui. Donc, à la place d'essayer et d'échouer, il se désengage, puis il va déranger en classe, faire le bout en train. Un enfant qui peut avoir des difficultés sociales. Puis de faire le bout en train, ben là, tu sais, les gens rient, fait qu'il se sent valorisé. Tu sais, tout ça, c'est des exemples où c'est facile de dire, ben, l'enfant, il agit comme ça, donc il est comme ça. Ben, non, tu sais. Il va être facilement jugé, rapidement jugé dans plein de milieux et critiqué, corrigé. Mais il est corrigé pour des choses qui, souvent, il ne sera pas capable de faire. Il va être critiqué pour des choses que, tu sais, là, il peut pas, il peut pas rester tranquille assis en classe, il n'est pas capable. Ça se peut que ce soit parce que c'est un enfant qui est hyperactif, ça se peut aussi que ce soit juste un enfant préoccupé aujourd'hui, ça se peut que ce soit un enfant, peu importe, il n'est pas capable. Puis c'est ça que ça veut dire, les enfants agissent bien quand ils peuvent. C'est que quand ils sont dans ces actions-là, ils sont pas capables d'agir comme il faut. Puis souvent, ce qui est vraiment comme très difficile, c'est qu'on se rend pas... des journées, il est capable, des journées, ils sont pas capables, tu sais. Puis là, ça rend les choses encore plus complexes. Mais ce que ces enfants-là ont vraiment besoin, c'est d'être compris, validé, soutenu, et non pas qu'on arrête le comportement, qu'on se concentre sur le comportement. Parce que quand on se concentre sur le comportement, on corrige qui est l'enfant. On ne corrige pas le problème sous-jacent, on ne corrige pas la cause du comportement. On dit, toi, tu agis comme ça, donc t'es mal, t'es pas bien. Alors que, bien justement, pas bien, l'enfant est pas bien. L'enfant n'est pas dans un état qui lui permet d'agir comme il faudrait dans la situation. Fait qu'en corrigeant le comportement, bien, on corrige sa façon d'agir, on corrige qui il est, au lieu de corriger, de répondre aux besoins, de corriger le problème à la base. C'est pas l'enfant le problème, c'est pas le comportement le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui manque. Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est un sentiment de sécurité? Est-ce que c'est quoi qui crée, dans le fond, la réaction? Puis il y a des réactions aussi qui sont jugées négativement, puis comme société qu'on juge négativement, mais qui sont pas nécessairement si négatives que ça dans les faits. Tu sais, d'être fâché puis de l'exprimer, on a bien de la difficulté avec ça dans notre société, mais c'est nécessaire. C'est juste comment on exprime notre frustration. Puis, ben, forcément, pour les enfants, c'est pas toujours super positif. Mais une des choses qu'on peut faire, entre autres, tu sais, c'est quand on se considère, par exemple, que notre enfant, il est pas capable de faire...
parfois, il faut de faire quelque chose tout le temps de façon récurrente. Tu sais, par exemple, il arrive toujours en retard à l'école, puis il est en surcharge quand il arrive à l'école, là, il est déjà comme super énervé, puis la journée se part mal. Bien, on peut présumer que cet enfant-là, il y a des choses qui le rendent... Tu sais, il doit y avoir quelque chose, par exemple, à l'école, qui est un défi. Puis, des fois, même si on essaye, pour plein de raisons, d'ajuster les choses à l'école, c'est bien difficile. Tu sais, soit parce que la collaboration avec l'école n'est pas super, soit parce que ce qu'il faudrait ajuster à l'école n'est pas réaliste dans le contexte, soit parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi qui se passe à l'école, on n'arrive pas à l'ajuster. Mais ce qu'on peut faire, par contre, dès maintenant, tout de suite, là, qui est facile d'accès, c'est de modifier, par exemple, la routine. Puis là, quand je parle de routine, je parle pas de faire un tableau de routine. Je parle pas de dire, ben là, il faut faire telle action. Non. Quand je suggère de changer la routine le matin, là, ce que je suggère, c'est de réduire les exigences envers notre enfant. Donc, un enfant, puis là, il peut avoir 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans même, si vous voulez, je m'en fous. Un enfant qui n'arrive pas à fonctionner le matin, qui est en surcharge quand il arrive à l'école, que c'est toujours la crise, la chicane le matin, on veut réduire les attentes le plus possible dans le processus le matin. Donc, s'il faut... Tu sais, si on demande à notre enfant de faire son lunch, si on lui demande de préparer son sac, de mettre ses souliers, de s'habiller, de se brosser les dents, name it, puis que tout ça, ça demande plein de rappels, puis ça demande plein de « Go, maintenant, là, c'est allez, viens, encore. » Puis là, ben, on perd patience parce que ça fait 43 fois qu'on demande la même affaire, puis on en a-tu écœuré de demander la même affaire tout le temps? Ça crée des conflits, ça crée un sentiment d'insécurité, autant chez le parent que chez l'enfant, puis ça part bien mal la journée. Fait que si tout ça, c'est trop difficile le matin, si faire ta routine, c'est trop difficile, ben on laisse faire les attentes, puis on accompagne la routine. Fait que plutôt que de demander à l'enfant de faire son lunch, ben soit on le prépare avec lui la veille, ou on le prépare avec lui le matin, ou carrément on le fait à sa place. C'est la même affaire pour préparer son sac, même affaire pour mettre son manteau, mettre ses souliers. Puis là, c'est même pas une blague, là. Si votre enfant de 12 ans n'est pas capable de fonctionner puis qu'il a besoin que vous lui mettez ses souliers ce matin-là pour réussir à partir de bonne humeur à l'école, je m'en fous, mettez-y ses souliers. Puis, je vous entends déjà, là, OK? Oui, mais là, il faut bien qu'il soit capable de mettre ses souliers. Oui. Demain, ça se peut qu'il soit capable. La semaine passée, peut-être qu'il était capable. La semaine prochaine, il va peut-être être capable. Mais là, ce matin, il n'est pas capable. Puis, ça se peut que cette année, il ne soit pas capable. Mais il va être capable éventuellement. Puis là, ben, évidemment, je mets de côté, tu sais, ça se peut, là, il y a des enfants qui ne seront jamais capables d'attacher leurs souliers tout seuls. C'est autre chose, puis c'est bien correct de le faire pour eux, d'avoir des souliers adaptés. Puis ça aussi, c'est une option, là. Tu sais, votre enfant, là, faire les lacets, ça prend 3 heures. Moi, là, j'en ai un de mes enfants que, même rendu à la fin du primaire, attacher des lacets, il était capable. Sauf que ça prenait tellement de temps qu'à l'école, quand il y avait des changements de souliers, c'était toujours un enjeu de retard. Ben, on a laissé faire les foutus lacets, puis on a acheté des souliers qui n'avaient pas de lacets. Tu sais, maintenant, il y en a même plus vieux, là, même jusqu'à les tailles d'adultes, des souliers qui n'ont pas de lacets, même des souliers de course qui n'ont pas de lacets. Il y a d'autres techniques d'attachage qui sont même pas nécessairement des velcro qui ont l'air bébé. Il y a moyen, tu sais. Fait que c'est de trouver ces petits éléments-là qui vont permettre d'adapter la routine, d'adapter le quotidien, puis de permettre de réduire les exigences à des endroits qui sont, dans les faits, pas vraiment importants, tu sais. C'est pas si grave là, que vous aidiez votre enfant à mettre son manteau le matin. Mais même s'il a 12, 14, 16 ans, là, si vous lui mettez son manteau, l'aider à mettre son manteau, puis lui amener sa boîte à lunch puis son sac à dos dans l'entrée pour éviter qu'il oublie, puis vérifier qu'il a tout mis dans son sac, c'est correct. T'sais, à un moment donné, il va être capable de le faire. Puis oui, vous pouvez l'accompagner à le faire dans d'autres moments. Mais si le matin, c'est le bordel, c'est l'enfer pour tout le monde, c'est la chicane tout le temps, ben ça part vraiment mal la journée. Fait que de changer les choses, de laisser tomber les attentes, de laisser tomber les exigences à ce moment-là pour faciliter le reste de la journée, c'est correct. Puis je sais que c'est controversé, là. Mais c'est correct. Puis je vais en reparler dans les prochaines semaines, je vais en parler beaucoup de ça. On a énormément d'exigences, énormément d'attentes envers nous-mêmes, envers nos enfants. Puis, ben, quand on a des enfants un peu différents, ben, il faut les changer, ces attentes-là. Parce que c'est ça qui va permettre qu'on va éventuellement vivre en paix avec la situation. Parce que notre société nous oblige à quelque chose de particulier, s'attend à quelque chose de particulier de nous comme parents puis de nos enfants, puis bien, on ne cadre pas là-dedans. Fait que quand on ne cadre pas, il faut sortir du cadre. Parce que tant qu'on essaie de cadrer dans quelque chose qui n'est pas fait pour nous, bien, on est malheureux. Puis tant qu'on n'est pas sorti du cadre, on ne va jamais réussir à être en paix avec la situation. Fait qu'il faut être capable de le faire. Puis ça peut prendre du temps, puis ça va être
pas toujours linéaire. Des fois, on sort, puis des fois, on essaie de rentrer, puis on se rend compte que ça marche pas. Puis, l'autre chose dont il faut se rappeler, c'est aussi que, tu sais, il y a une question de capacité. Les enfants, puis on en a parlé la dernière fois, quand leur système nerveux il varie. Fait que, tu sais, l'analogie du verre d'eau, quand on remplit notre système nerveux, puis qu'il est déjà super en surcharge, ben la moindre petite goutte va le faire déborder. Ben, c'est la même chose. C'est ça l'objectif d'alléger, par exemple, la routine du matin. Ben, on va vider le verre d'eau le plus possible. Parce qu'à l'école, le verre d'eau, il va automatiquement se remplir. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la place pour qu'il se remplisse le verre d'eau. Fait qu'on essaie de réduire. Puis là, tu sais, je parle de l'école puis la routine du matin, là, mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Peut-être que pour vous, c'est la routine du soir. J'aurais tendance à dire que c'est la routine du soir, le retour de l'école, parce qu'à l'école, c'est difficile. Donc, ça vaut aussi la peine de réduire les exigences le matin, tu sais. Le verre d'eau, généralement se vide au moins un peu pendant la nuit. Pas toujours au complet, puis des fois pas pantoute. Mais en général, il se vide au moins un peu pendant la nuit. Fait que si on peut calculer ça une journée à la fois, ça aide. Mais des fois, c'est nécessaire de faire ça sur le plus long terme. Je vais y revenir dans un épisode plus tard, là, quand on a des enfants qui sont vraiment dans un état de surcharge constante, c'est autre chose. Il faut aller plus loin là-dedans. Mais pour le moment, on peut aller juste une journée à la fois, puis c'est aussi comme ça qu'on peut commencer, tu sais, de façon réaliste, là. Donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment de juste réduire, vider un peu le verre d'eau avant que la journée commence, le vider le plus possible. Puis la même chose en revenant de l'école. Si le retour de l'école ou de la garderie, d'aller tout de suite faire une activité ou les devoirs, ou ça marche pas, ben on peut-tu faire quelque chose pour vider le verre d'eau avant d'essayer de rajouter d'autres choses dedans, tu sais. Ça serait ça l'objectif, dans le fond. Puis tout ça, là, ça s'applique aussi à nous comme parents. OK? Donc, pour quelle raison? Ben parce qu'il y a beaucoup, en fait, il y a vraiment peu de gens qui comprennent vraiment ce qu'on vit. Puis le jugement est vraiment très présent dans le monde de la parentalité en général, là, mais quand on a des enfants différents, d'une façon quelle qu'elle soit, quand nos enfants sont un peu plus too much, quand nos enfants font des crises régulières, ou quand nos enfants font rien pantoute en public, mais leur méga crise à la maison, puis que là, on essaie de parler de ça, puis les gens sont comme « Ben voyons donc, ton enfant, c'est un ange, de quoi tu parles? » Tout ça, ça fait qu'on n'est pas compris, qu'on est ultra facilement jugé. Fait que c'est pas juste une impression, là, c'est pas juste dans notre tête, on est jugé. Puis on l'est tout le temps. Puis tu sais, tous les parents sont jugés, là, mais c'est toujours d'une coche de plus, là, puis souvent plusieurs coches de plus. Puis ça fait qu'on doute vraiment tout le temps de notre capacité d'intervenir avec nos enfants, puis de notre façon d'intervenir. Puis on a de la difficulté à suivre notre instinct qui nous dit c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour notre enfant. Puis on a de la difficulté à s'écouter, puis donc à écouter les besoins de nos enfants, parce qu'on a toujours un doute, on a toujours des gens qui doutent de nous. Mais quand les gens autour de nous arrêtent de juger, puis prennent le temps de nous écouter et de nous comprendre, ben tout à coup, oups, on se sent validé dans ce qu'on vit, on se sent pas mal moins seul, parce que c'est un sentiment d'isolement qui est vraiment présent. Puis, c'est beaucoup plus facile d'accepter l'aide aussi quand on sent pas que l'aide vient avec du jugement. Puis, une fois qu'on a ce sentiment-là d'être supporté puis non jugé, ben on a beaucoup plus de facilité à s'écouter puis après ça, à écouter nos enfants. Parce que ça prend qu'on soit capable de voir cette confiance-là que, OK, moi, je fais des affaires weird un peu, là, qui sont comme pas normales dans ma façon d'être parent, puis c'est correct. Puis c'est la bonne façon d'agir avec mon enfant. Puis savez-vous quoi? On le sait pas à 100%, tu sais. Il y en a pas, là. Pour nous, comme pour personne, il n'y a pas de ligne parfaite. Oui, là, il y a des études, entre gros guillemets, qui nous disent exactement comment faire, mais quand on regarde de proche, d'abord, on se rend compte qu'il y a plein de biais dans ces études-là, puis ensuite, on se rend compte qu'ils n'ont pas été faits pour des enfants comme les nôtres, pantoute. Fait que c'est important de garder ça en tête, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont recommandées qui ne sont pas conçues pour nos enfants du tout. Puis, quand on va dans certains sous-groupes, là, puis ça, c'est particulièrement vrai, j'aurais tendance à dire, pour les enfants autistes, mais TDAH aussi, beaucoup de neurodivergence,
trauma, on se rend compte que les études, les actions, toutes les interventions qui sont faites depuis longtemps sont en fait dommageables. Puis il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus, puis d'adultes qui ont vécu ces interventions-là, puis qui sont en fait des interventions qui étaient problématiques. Puis c'est encore des interventions qui sont faites fréquemment. Donc, puis tu sais, ça s'applique pour les enfants autistes, mais pas que. Ça s'applique pour beaucoup de nos enfants qui sont différents. Fait que c'est important de garder en tête qu'il y a beaucoup de ces études-là qui ont été faites pas vraiment comme il faut, puis avec des lunettes très capacitistes. Puis là, je veux pas rentrer dans le détail, là. Capacitiste, c'est un peu comme, c'est l'équivalent pour ceux qui sont pas familiers du racisme, mais pour le handicap. Donc, c'est de voir les gens qui sont capables de faire des choses, donc qui n'ont pas de handicap comme étant supérieurs, dans le fond, aux gens qui vivent avec des limitations. Puis là, ben, c'est plein de gros mots, là, le handicap. Bon, mais je vous reviendrai, là, je suis pas en train de dire nécessairement que vos enfants sont handicapés, quoique il y en a qui le sont certainement d'une façon quelle qu'elle soit. Vous pouvez décider d'accepter ou non cette définition-là. Je vais y revenir plus en détail. Mais c'est juste de garder en tête que c'est des études qui sont généralement biaisées pour différentes raisons. Donc, même s'il y a des études là, incroyables qui sont censées dire certaines choses, une étude, ça reste une étude, puis on peut l'interpréter de plein de façons. Donc, c'est correct de garder votre esprit critique, puis c'est correct de douter, même si on vous dit des choses vraiment comme catégoriques. S'il y a une chose que je ne vais jamais vous dire, c'est faites exactement ça comme ça, tu sais. La seule affaire que je vous dis de même, c'est écoutez vos enfants, puis écoutez-vous. Ça, il faut le faire, si on veut. Mais c'est la seule chose, dans le sens où c'est adaptable à chaque réalité, chaque famille, chaque personne, chaque enfant, chaque parent. Il n'y a pas une bonne façon de répondre parce que 2 enfants vont réagir de façon différente à la même intervention d'un parent, puis d'une journée à une autre, ça va être différent aussi. Donc, si vous voulez poser une action aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, 2 choses. 1, pour votre enfant, de penser, je donnais l'exemple de la routine du matin, là, de penser à un élément qui pose problème en ce moment dans cette interaction-là avec vos enfants, puis demandez-vous, qu'est-ce qui est trop difficile pour mon enfant dans ce contexte-là? Puis explorez comment vous pouvez adapter et réduire les exigences. Puis ça va probablement être de l'essai-erreur, on va trouver immédiatement qu'est-ce qu'il faut faire, mais juste de commencer à penser de cette façon-là, ça va vous aider à commencer à modifier vos attentes, modifier les choses que vous demandez à vos enfants. Puis vous allez peut-être le voir à d'autres éléments aussi que cet élément-là. Puis pour vous, ben, de penser à votre entourage. C'est qui autour de vous qui comprend vraiment votre réalité ou qui a parce qu'il y en a une réalité similaire ou parce qu'il y a une très grande ouverture à comprendre votre réalité qui peut être différente, avec qui vous êtes capable d'être parfaitement honnête. Puis s'il n'y a personne dans votre entourage comme ça, ben explorez. Cherchez-en des personnes. Bêtement, les groupes Facebook, ça peut être vraiment des bons milieux. Puis l'autre partie de ça, c'est qui autour de vous juge, puis vous amène à douter vraiment beaucoup de votre capacité comme parent, de votre confiance en vous comme parent. Est-ce que ces personnes-là ou cette personne-là, vous êtes capable de réduire votre exposition? Êtes-vous capable de voir cette personne-là le moins possible, voire pas du tout? Moins pendant un certain temps? Parce que ça va être vraiment aidant d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Moi, je vous le dis, vous êtes déjà des parents fantastiques. Vous savez ce dont vos enfants ont besoin. Il faut juste vous faire confiance. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour vous et pour vos enfants. Si vous pensez que l'épisode peut aider un autre parent dans votre entourage, partagez-le. Alors, vous allez en profiter pour le dire. Moi, je comprends. Et parce qu'apprendre, c'est bien, mais agir, c'est ce qui va faire la plus grande différence. Je vous invite aussi à aller télécharger le guide gratuit « Soins de soi réalistes pour parents occupés » qui vous aide à vous mettre, vous, en priorité parce que c'est la base de tout ce qu'on parle ici. Vous pouvez aussi consulter toutes les ressources sur mon site internet à l'adresse www.mamanfamille, maman au pluriel, famille au singulier, .ca, afin de pouvoir agir sur ce qui est le plus important pour vous maintenant. Je suis là pour vous, pour que vous soyez là pour vos enfants.